Bonjour, bienvenue dans cette webconférence sur la protection de données, donc webconférence en replay sur l'épisode 1. Donc cet épisode abordera deux sujets, qu'est-ce qu'une donnée personnelle et en conserver sur l'ordinateur est-il problématique? Tout d'abord un premier point sur qu'est-ce que le RGPD, donc c'est un acronyme qui veut dire Règlement européen sur la protection des données. Ce règlement est entré en vigueur le 25 mai 2018. En France, il complète la loi informatique et liberté qui, elle, date de 1978, donc au moment du plein essor de l'utilisation de l'outil informatique et en tout cas bien avant l'avènement d'Internet. Donc ce règlement, pardon, renforce les droits des utilisateurs en matière d'accès aux données confiées, de modification de ces données, de récupération, de consentement à des traitements informatiques contenant nos propres données ou d'opposition à ces traitements, et enfin consacre le droit à l'oubli, que ce soit par l'anonymisation de ces données ou l'effacement pur et simple. Ce règlement impose également à toute entité publique et privée des mesures de transparence à l'attention des utilisateurs, notamment sur les finalités pour lesquelles des données sont collectées, des précisions sur l'utilisation de ces données, des précisions également sur le fait d'informer l'utilisateur de transferts éventuels à des structures tiers. Le règlement impose aussi des standards en matière de sécurité en ce qui concerne l'accès au réseau, les conditions de conservation sur les ordinateurs, les conditions de sécurité en matière de stockage, des conditions de sécurité en matière de transfert de données à des tiers. Et enfin, ce règlement oblige, j'ai envie de dire, en tout cas impose des mesures de privacy by design, quelque part. Ce terme signifie que chaque entité publique et privée doit, dès la conception de ces nouveaux outils ou de ces nouveaux traitements, faire sienne les principes du RGPD. Voilà, et dernier point, les pouvoirs de sanction des CNIL nationales, donc européennes, sont renforcés, même si en France, les pouvoirs de sanction de la CNIL avaient déjà été renforcés en 2004. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Une donnée personnelle est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. La liste qui est présentée ci-dessous n'est pas exhaustive. En tout cas, de ce qui peut exister comme type de données permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique. En tout cas, elle est représentative des des données personnelles qui sont utilisées à la DI. Donc on a par exemple le nom, le prénom, l'adresse postale, l'adresse mail, les numéros de téléphone, qu'ils soient fixes ou portables, l'identifiant de connexion, l'adresse IP ou les données de géolocalisation. Donc voilà, vous avez un inventaire là des données qui permettent d'identifier ou de localiser une personne physique. Alors, le niveau de sécurité que l'on doit apporter aux données est fonction du niveau de données personnelles que l'on est amené à travailler ou à transférer. Si pour des données d'ordre qualitatif comme la situation familiale, la situation de logement, la situation professionnelle, le niveau de formation, la capacité de remboursement et d'autres types de données qualitatives, si ces données-là, on peut les rattacher directement ou indirectement à une personne physique au travers de son nom, de son prénom, de son adresse postale, pardon, on est tenu effectivement d'utiliser, d'avoir recours à des outils de sécurité renforcés, notamment si on doit transférer ces données à des tiers. Si par contre on anonymise ces données qualitatives que je vous ai citées, en remplaçant le nom, le prénom par un numéro d'identifiant, en remplaçant l'adresse par un code postal, là on voit qu'effectivement il est plus difficile d'affecter les données qualitatives à un individu. Et donc là on est sur un niveau de données
on pourrait dire anonymisé, et en tout cas qui n'oblige pas à utiliser des techniques de transfert dites renforcées par exemple. Alors, les données personnelles des clients qui sont stockées sur nos ordinateurs sont-elles vulnérables? Alors oui, ces données sont vulnérables. Et avant d'entrer sur le pourquoi ces données sont vulnérables, je voulais vous faire part de quelques cas, de quelques situations dans lesquelles on est amené à stocker des données personnelles sans se rendre compte qu'on le fait et sans mesurer effectivement les enjeux de vulnérabilité. Alors, un exemple de personne qui est amenée à éditer des extractions de données pour établir des statistiques, en l'occurrence sur le risque des prêts octroyés au travers des produits de génération, etc. Le directeur des risques, depuis 2010, jusqu'à ce qu'il change de poste, éditer chaque mois des rapports issus des systèmes d'information dans lesquels se trouvaient systématiquement les noms et les prénoms des clients couplés à des données qualitatives liées au prêt. Ben voilà, donc il a conservé toutes ces données depuis 2010 sur son ordinateur, et alors qu'il n'avait pas besoin du nom et du prénom des clients pour établir des statistiques. Un autre cas de figure, les instructeurs qui ne détruisent pas les justificatifs type identité, logement, etc., après les avoir enregistrés dans la GEL. Là aussi, il n'y a pas une volonté manifeste de les stocker à tout prix, c'est plutôt parce qu'on ne pense pas à les oublier, ou parce qu'on se dit, ben, effectivement, ils sont enregistrés dans la GEL, je les garde aussi sur mon ordinateur au cas où. Enfin, les bénévoles qui conservent sur leurs ordinateurs personnels des fichiers contenant des données personnelles, que ce soit les propositions de prêt pour les décideurs ou des fichiers liés aux prestations d'accompagnement qu'ils ont pu avoir avec les porteurs de projets ou les clients en amont du financement ou en phase plutôt aval. Voilà, donc pourquoi ces données sont vulnérables? Eh bien parce qu'il existe des personnes mal intentionnées et que le risque de perte de données ou de divulgation de données de manière involontaire est réel, il n'est pas hypothétique. Le 16 janvier 2019, la CNIL émettait un rapport sur les premiers mois d'activité du RGPD et faisait état dans son rapport de plus de 1200 violations de données personnelles signalées. Alors, on peut supposer qu'il y en a eu bien plus, mais en tout cas, ces 1200 violations de données l'avaient été soit par le fait d'intrusions malveillantes dans dans des systèmes d'information, soit par le fait de divulgation de données personnelles adressées à des tiers par l'outil de mail. On pense communément que lorsqu'on écrit à un destinataire, on est certain de ne pas se tromper. La divulgation de données de manière involontaire à des destinataires non souhaités existe. Pour mémoire, à l'automne 2018, notre directeur général, en adressant un mail au bureau de l'association et au codir de l'association, a en fait écrit à toute l'ADI, et ce, bien de manière indépendante de sa volonté, puisque durant la semaine qui précédait son envoi, une opération de maintenance avait eu lieu sur les adresses mail groupées. Voilà, on peut dire qu'il y a eu un accident qui s'est produit au moment de l'enregistrement du travail réalisé et qui a généré la fusion de toutes les adresses mail dans l'une de ces deux adresses qu'a utilisé notre directeur général, et indépendamment de sa volonté, il a donné de ces nouvelles à tout le monde. Donc voilà, le propre d'une divulgation involontaire, c'est qu'on ne peut pas la prévoir, qu'elle a un caractère accidentel et que, en tout cas, elle est réelle. Enfin, la conservation de données personnelles sur les ordinateurs est plus vulnérable encore lorsque elle est faite sur des ordinateurs portables qui par définition sont nomades et qui peuvent être volés, qui peuvent être perdus.
ou bien encore qui peuvent être soumis à piratage lorsqu'ils sont connectés sur des réseaux Wi-Fi publics, puisque 40% des réseaux publics, des Wi-Fi, puisque 40% des réseaux Wi-Fi publics ne sont pas sécurisés. Donc qu'est-ce qu'un réseau Wi-Fi public non sécurisé? C'est un réseau sur lequel on se connecte via un mot de passe, un logging certes, mais derrière on est connecté avec toutes les autres personnes qui se sont connectées en même temps que nous à ce réseau. Et donc du coup, on est en accès direct, encore, on identifie directement, on peut identifier directement les autres postes qui sont connectés. Et par delà, une intrusion devient plus possible, plus facilitée. Alors, comment apporter simplement une meilleure sécurité aux données personnelles qui nous sont confiées? En premier lieu, en étant mieux informés des risques et en modifiant nos comportements. Alors déjà, premier point, en détruisant systématiquement les justificatifs après les avoir enregistrés dans la GED. Attention, il existe sur Internet un marché illicite mais florissant des justificatifs d'identité. Et il est plus facile, il faut rappeler qu'il est plus facile de sécuriser les justificatifs des clients lorsqu'on les enregistre dans DocUR que d'en assurer la sécurité sur l'ensemble des ordinateurs des instructeurs. Autre point, il est préconisé lorsqu'on est un nomade et que l'on utilise un ordinateur personnel pour se connecter au système d'information de l'ADI, de privilégier le partage de connexion qui est offert, qui est accessible par les téléphones portables, de préférer ce partage de connexion-là au réseau Wi-Fi public. Alors pourquoi? Parce qu'il est plus difficile pour une personne qui est mal intentionnée de hacker et de prendre possession ou de réaliser une intrusion sur notre poste informatique lorsqu'on est sur une connexion 4G. Évidemment, les personnes mal intentionnées iront à la facilité et iront d'abord pirater des ordinateurs qui sont sur les réseaux publics, sur les réseaux Wi-Fi publics, et ensuite, si l'envie leur en prend, sur des connexions plus sécures. Enfin, parce que lorsqu'on est les pré-réglages de nos ordinateurs, en particulier de nos Mac nomades, permettent une prise en main à distance, et donc les pré-réglages anti-intrusion, j'ai envie de dire, sont un peu dégradés pour permettre à notre service informatique ou aux prestataires missionnés de nous venir en aide en prenant la main sur nos ordinateurs et en réglant des problèmes de paramétrage directement sans qu'on ait besoin de leur faire remonter la machine pour une opération de maintenance. Voilà, donc ces deux situations conjuguées, une connexion Wi-Fi qui serait publique et non sécurisée et des pré-réglages un peu dégradés ouvrent la porte effectivement à des intrusions de manière facilitée. Donc voilà, il est préconisé dans ce cas-là d'éviter autant que possible les réseaux Wi-Fi qui ne sont pas ceux de l'ADI et qui ne sont pas sécurisés. Comment faire effectivement pour réduire le risque et réduire la vulnérabilité des données qui nous sont confiées. Alors par exemple en adoptant un principe de minimisation des données accumulées, par exemple en éliminant de tous les rapports que l'on peut être amené à faire les données personnelles qui sont inutiles à l'établissement de statistiques. En effectuant des purges régulières des fichiers que l'on conserve uniquement pour mémoire, et en privilégiant l'archivage sur Google Drive plutôt que sur l'ordinateur personnel. De la même manière, il est plus facile de sécuriser des fichiers sensibles qui sont enregistrés sur le Drive que sur les ordinateurs individuels. Enfin, à noter que l'ADI a pris le chemin de la troisième ère informatique, enfin c'est moi qui la nomme comme ça, celle du stockage, puisque l'ADI s'ouvre à la dématérialisation et à l'enregistrement des données dans le cloud.
Pour exemple, la GED pour les documents des clients, la GED facture, la GED convention, Nautilus pour les notes de frais, et maintenant Toboggan qui dématérialise dès l'instruction tous les supports qui étaient avant, les supports papier ou les outils Excel que l'on pouvait remplir sur les ordinateurs portables. Tout ceci est dématérialisé, toutes ces informations sont directement saisies dans Toboggan. Et à terme, le processus de décision se fera également dans Toboggan et on aura là aussi abouti à une dématérialisation totale du processus d'instruction. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur cette première séance. Les prochains thèmes, j'espère que vous avez appris des choses et que vous souhaiterez continuer à apprendre des choses. Donc je vous présente là les prochains thèmes. L'épisode 2 de cette saison 1 portera sur l'art et la manière de sécuriser le transfert des données à des tiers, notamment des tiers qui sont hors du nom de domaine adi.org. On parlera ensuite de la manière de renforcer la sécurité de nos données au travers des mots de passe de session qui sont un peu plus solides. On abordera aussi la question de la vulnérabilité des mots de passe enregistrés dans les navigateurs et je vous montrerai comment vous pouvez vous doter d'un coffre-fort de manière à préserver vos mots de passe et surtout de ne plus avoir à en inventer. D'une part, en utilisant un outil qui permet de les générer, et surtout de ne plus avoir le même mot de passe sur plusieurs applicatifs. Enfin, on parlera aussi du recueil du consentement lors des réunions d'information collective ou d'opérations de street marketing. On abordera aussi un sujet sur mieux connaître les enjeux de sécurité des réseaux informatiques de l'ADI. On abordera la question de la vulnérabilité des boîtes mail gérées en local. Et un focus sur la gestion des drives et comment anticiper la reprise des fichiers en statut propriétaire d'un collaborateur en partance. Voilà, donc les thèmes à venir. Il est possible que l'ordonnancement de ces thèmes change, probablement aussi que des thèmes nouveaux apparaîtront et s'il me semble plus cruciaux de les aborder, peut-être effectivement que je leur donnerai priorité. En tout cas, le prochain épisode aura lieu, portera sur l'art et la manière de sécuriser les transferts de données à des tiers. Le premier épisode aura lieu le 9 mai à 11h, le second, la première diffusion le 9 mai à 11h, la deuxième diffusion le 16 mai à 9h et la dernière diffusion le 23 mai à 9h. J'espère qu'avec ces horaires-là, nos amis des Antilles pourront se joindre à nous en plaçant une webconférence également le 9 mai à 11h. J'espère que nos collègues de Réunion Mayotte pourront nous rejoindre. Et pour les collègues de Pise et NCAL, nous avons toujours la solution du replay que je renouvellerai également. Voilà, donc je me tiens à votre disposition et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.